Bonjour à toutes et bonjour à tous, le retour de Malcolm, mais aussi celui de Community, et la fin de The Boys. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain, et à mes côtés, comme chaque semaine, un père de famille heureux, mais fonctionnel, qui ne fait pas d'aparté aux caméras. Bonjour Gauthier. Oui, bonjour, voilà, je tiens ma petite famille, et puis je les aide à chercher les œufs de Pâques dans le jardin et tout ça. Tout va bien. Gauthier Jorgensen, donc journaliste cinéma et créateur du concept de Originals. Toujours autour de la table, on retrouve Johan Sardet, journaliste cinéma aussi, journaliste indépendant et qu'on peut notamment lire chez Just Watch. Ah, c'est dur à dire en fait. C'est dur à dire. Tu peux dire juste regarder. Juste regarder. Juste regarder. Bonjour. Bonjour Johan. Et avec nous, notre invité Anthony Bessé, comédien et animateur d'événements. Alors tu es surtout avec nous aujourd'hui en tant que rédacteur de Malcolm France, où tu officies depuis 2003, et aussi en tant que grand fan de la série Malcolm. Absolument, bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous, et merci de l'invitation donnée au site Malcolm France que je représente aujourd'hui. Merci à toi, bienvenue. Merci beaucoup. Alors justement, aujourd'hui, le gros plan de la semaine, c'est Malcolm, rien n'a changé. 20 ans après la fin de la série originale, donc Malcolm est de retour, et ça va être notre sujet du jour, une mini-série en 4 épisodes à découvrir sur Disney+. Vous pourrez retrouver ensuite Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. De quoi tu nous parles, Gauthier, aujourd'hui ? Bon, on va dire les vrais trucs comme d'habitude, mais cette fois, on va se demander si, en fait, ces retours de séries un petit peu nostalgiques 20 ans après font plaisir à tout le monde, évidemment. C'est super de voir ça. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est est-ce que c'est pas aussi une mauvaise nouvelle un petit peu pour les comédiens ? Ça voudrait dire qu'ils sont très identifiés à un rôle et ils n'arrivent pas à se forger une carrière, peut-être. Johan, tu nous feras ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Sachant que c'est une semaine de n'importe quoi. On dirait que toutes les plateformes ont dit c'est cette semaine qu'on met tout. donc on a dû faire des choix. On a hâte. On terminera bien sûr par l'interview Originals de notre invité en toute fin d'émission. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinema Teaser. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la plus écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Ah là là, ça vient de tomber. Comment ça Mais attache-le bien ton truc, c'est à chaque fois ça tombe. C'est tombé sur HBO Max, figurez-vous, puisque en attendant la série Harry Potter, vous pouvez d'ores et déjà retrouver un documentaire spécial qui est sorti de nulle part, comme par magie j'ai envie de dire, un documentaire spécial sur les coulisses de la création de la série télévisée Harry Potter. Pas mal. Oui. C'est dispo depuis dimanche dernier, depuis Pâques. Donc voilà, en attendant la série, je sais que pas mal de fans trépignent. Voilà, vous pouvez voir C'est en marrant de voir les coulisses avant la série. Ouais, en mais général, c'est un peu ce que faisait Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vrai. Plus sur Le Hobbit d'ailleurs, où il avait fait des vidéos, comment il appelait ça, des vidéopods, des vidéoblogs, je sais plus comment des featurettes. Non, mais il donnait un nom spécifique au truc, et c'était hyper intéressant ça permettait aux fans d'accompagner le projet un an. Ça se dessine essentiellement aux fans, c'est pas tellement pour le grand public, mais ça permet de voir comment les choses avancent. Donc moi j'aime bien cette idée d'embarquer les fans avec soi. Ça permet de se chauffer un peu. Voir les costumes, étudier si c'est bien reçu ou pas, peut-être les changer d'ici là. Aussi. Ce genre de choses. Ah ben là, c'est tombé là. Oh, c'est pas vrai. C'est tombé, mais alors cette fois sur Peacock, c'est rare. Hein. Si je vous dis Six Seasons and a Movie, est-ce que ça ring a bell à quelqu'un ? Ring pas tellement belle à moi. 6 saisons et un film. 6 saisons et un film, Six Seasons and a Movie. C'était la fameuse prophétie de Abed, interprétée par Danny Pudi dans la saison 2 de Community. D'accord. Community, la série à succès, mais compliqué, de Dan Harmon. Eh bien, figurez-vous que après 11 ans et la fin de Community, la promesse d'un film se précise. C'est ce qu'a révélé Donald Glover, qui joue un des rôles titres, en interview tout récemment. Mais nous, on n'a pas tellement Peacock chez nous en France. Et non, parce qu'on ne sait pas encore du coup vers où ça va tomber en France. D'accord. C'est la grande énigme. En tout cas, voilà, A Movie, c'était prévu depuis la saison 2. C'est devenu un véritable mantra pour les fans. Donc voilà, le retour de Community, a priori, pour 2027. Et enfin, c'est tombé sur Apple TV+. Où ça ? Sur Apple TV+. Eh bien, écoute, Ça vient de tomber. Ça vient de tomber sur Apple TV, c'est incroyable. Et c'est de l'horreur, monsieur Sardet. Je me tourne vers vous. Je sais que vous êtes fan d'horreur. De l'horreur un petit peu, on va dire, inspirée de... Allez, un peu de Twin Peaks, un peu de Fargo, un peu de Derry, pas mal de Stephen King en général. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Widow's Bay, donc la baie des veufs.
en gros. Et ça explore les dérives d'une petite communauté isolée, confrontée à ses propres mythes et croyances. C'est porté par une atmosphère étrange entre la satire et le surnaturel, puisque c'est ça qui fait un petit peu le plus de la série. L'écriture des dialogues et des scénarios peut se rapprocher plutôt de ce qu'on fait au niveau des writers' room aux États-Unis. Donc un ton très décalé pour une série quand même d'horreur à l'ambiance très marquée. C'est emmené par Matthew Rhys, que vous avez pu voir dans The Americans, dans The Beast in Me ou dans Présumé Innocent. Et je peux vous dire que ça arrive directement le 29 avril sur Apple TV+. Enfin, on dit plus. Donc sur Apple TV. Apple TV tout court. Et je suis admiratif de votre capacité à réinventer le gag de C'est tombé. Vraiment, je vous dis ça à la fois en tant que collègue et auditeur, je suis en admiration. Alors tu dis ça, on est au mois d'avril, on se retrouve en octobre prochain. Je pense que tu trouveras ça lourd. Mais... Heureusement qu'on a Magic Andou au montage, que je salue au passage, et qui nous rajoute des bruits par-dessus. Exactement. Ce sera tout du côté des news aujourd'hui. Je vous propose de passer directement au gros plan de la semaine. Et ce gros plan, il parle de donc Malcolm, rien n'a changé. 4 épisodes à découvrir sur Disney+, aujourd'hui, vendredi 10 avril. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une comédie américaine, une comédie satirique même. C'est la suite directe de la série des années 90-2000. Je parle sous... 2000, oui, précisément. Ça a été tourné le premier en 99, donc ça passe. C'était 7 saisons, Malcolm, à l'époque. Tout à fait. Et ça s'est arrêté donc en 2006. Cette fois, on va retrouver donc avec nostalgie cette famille un petit peu chaotique et avec la perspective de confronter son héros à l'âge adulte. On vient de découvrir que Malcolm cache volontairement toute sa vie à cette famille depuis des années. On savait tous qu'un jour ou l'autre, Malcolm nous trahirait. Si tu compares tes fils, c'est largement Reese le mieux. Cette famille qui voit pas plus loin que le bout de son nez, au comportement antisocial, elle est toxique pour moi. Est-ce qu'au moins je peux te faire un câlin ? Sans me toucher. Et oui, Malcolm est devenu adulte, il mène une vie relativement stable avec sa fille, surtout loin de sa famille toxique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être contraint de replonger dans le chaos, puisque Al et Lois organisent leur 40e anniversaire de mariage, et donc c'est le retour de Malcolm, le retour du fils prodigue. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Malcolm France ? Waouh. Alors déjà c'est une arlésienne. Hein. Le retour de Malcolm, ça doit faire depuis 2015 que les premières rumeurs sont parties de Bryan Cranston au départ, quand on l'a lancé sur est-ce que ça vous dirait de revoir un petit peu Walter White dans Breaking Bad plus tard, ou dans un autre film dans l'univers de Breaking Bad, et lui a fait non, moi je serais plutôt intéressé par revisiter ce qui est arrivé à Al depuis toutes ces années. Donc il y a 2 ans de ça, on avait interviewé Jen Kazmarek qui joue Lois et qui nous disait là ça commence à se préciser, il y a de bonnes chances que on rassemble un petit peu les musiciens et qu'on se lance, mais sinon ça faisait des années que on relançait, on disait peut-être ça va se faire ou pas. Il y a un scénario qui est en train d'être écrit, mais est-ce que ça sera un film, est-ce que ce sera alors au cinéma on pensait pas, mais vraisemblablement, quand Disney a racheté Fox et que la série s'est retrouvée sur Disney+, on s'est dit ça peut se jouer là. Quand on a vu La Fête à la Maison, X-Files être relancé, on fait il y a peut-être des chances. Quand enfin ça a été annoncé il y a maintenant un peu plus d'1 an, on s'est dit ok, ça y est, on y est. Et tout ce boulot à maintenir un petit peu l'intérêt des fans, enfin l'intérêt des fans est resté parce que les épisodes continuent de plaire. Oui, puis il y a eu des rediffusions aussi pas mal. Alors ça n'a jamais arrêté quasiment. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi Malcolm pour les plus jeunes peut-être, ou ceux qui connaîtraient pas forcément la série? C'est alors ça. Ceux qui sont toujours passés à côté. Je voulais faire un tour de table justement pour vous demander votre rapport à l'œuvre. Toi, Gauthier, Johan, vous êtes passé un peu à côté, je crois. Je sais pas comment on a fait, mais c'est un phénomène. Moi, totalement à côté. Mon seul rapport à l'œuvre, c'est mon petit frère qui m'a dit « Mais t'es un connard, regarde Malcolm ». Voilà, c'est mon rapport à Malcolm jusque-là. Moi, mon seul rapport à Malcolm, c'est que j'ai travaillé donc chez Allociné, et où on nous tenait au courant, on nous disait qu'il y avait des trucs cultes qui passaient un petit peu sous nos yeux. Et voilà, moi je sais vaguement qui est Frankie Muniz maintenant, et Bryan Cranston. Mais Bryan Cranston, je le connais plus via Breaking Bad, évidemment. Oui, parce que Walter White était aussi avant
avant un père de famille, un peu taré, et surtout, voilà, le personnage de Malcolm, c'est un personnage qui s'est distingué, puisque, tu me corriges si je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est un enfant surdoué, Jusque-là, oui. dans une famille très Sous-doué. populaire, Pas à ce point, Pas mais sous-doué. c'est vrai. je dirais populaire, Alors, comment tu l'as middle dit class, la Middle série class. s'appelle Malcolm in the Middle, et c'est un peu un jeu de mots là-dessus, parce que c'est l'enfant du milieu au début de la série, et c'est aussi une famille qui n'est pas dans les familles riches qu'on avait l'habitude de voir dans beaucoup de séries, qui est dans une famille où les deux parents travaillent, mais ont toujours du mal à joindre les deux bouts, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des catastrophes, et l'économie étant ce qu'elle est, et encore c'était il y a 25 ans, on va voir, on voit à partir de maintenant ce qui se passe. Oui, non, c'est une famille de classe moyenne. Et du coup, ce Malcolm, lui, il s'est distingué notamment en parlant directement aux téléspectateurs à l'époque, en faisant des apartés caméra, des vraiment regards caméra, ou comme on pourrait faire au théâtre en fait. Exactement, c'est l'une des caractéristiques de cette série, c'est que Malcolm, quand la série commence, même la première scène, il regarde la caméra et il fait une narration et il dit, c'est plutôt bienvenue dans ma vie, voilà, je vous présente mes frères, voilà ce qui se passe. Et voilà, et ça termine par moi, je m'appelle Malcolm, et on le voit, et tout au long de la série, il va parfois interrompre la scène, exactement comme au théâtre, effectivement, et faire un aparté en se tournant directement vers la caméra, et en expliquant, et c'est le seul personnage à faire ça de toute la série, et il y a cette espèce d'ambiance où tous les autres personnages à ce moment-là détournent le regard ou frisent à moitié, et personne ne reconnaît que Malcolm a ce pouvoir apparemment de s'adresser Directement au public. De briser le 4e mur. Exactement. Est-ce que c'était un précurseur parce qu'aujourd'hui, je sais pas, je pense à Fleabag ou à Deadpool, Ouais. où en fait c'est devenu presque un truc assez récurrent, de briser le 4e mur. Est-ce que c'était parmi les premiers à l'avoir fait? Alors Ferris Bueller l'a fait. Oui, c'est vrai qu'il y avait Ferris Bueller. Bueller. On pense que voilà, il y a sûrement eu une petite inspiration. Ça a été effectivement au niveau série mainstream. Pour moi, je pense la première fois où ça se fait autant, que le personnage principal vraiment s'adresse autant comme ça directement au spectateur. Zach Morris, dans Sauvé par le Gong, je faisais ça un petit peu. Ah, c'est vrai qu'il parlait. Mais c'était beaucoup plus anecdotique. Et, c'est vrai. Il n'y avait pas House of Cards aussi Ça, c'est après. Oui, bien sûr, c'est après. Bien après, mais... Et alors, tu es donc un des rédacteurs de Malcolm France. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, d'après toi, que le succès de Malcolm reste une référence culte aujourd'hui, malgré toute l'évolution qu'il y a pu y avoir depuis, etc. On n'a pas l'impression que cette série a 25 ans, en fait. Quand on regarde, il y a quelques petits moments où voilà, ils sortent un téléphone portable. On voit bien qu'il n'y a pas de smartphone, tout simplement. Les derniers épisodes ont été tournés en 2006. Voilà. C'est l'année avant l'iPhone. Exactement. Ah bah oui. Et voilà, donc c'est pas une série qui a mal vieilli. C'est des sujets relativement universels. Et puis, la série a continué d'être diffusée, ce qui fait que pas mal de gens n'ont pas forcément réalisé que c'était une ancienne série et que la série était terminée depuis des années. Ils sont assez surpris. La série a été tournée en HD, ce qui fait que encore aujourd'hui, elle peut être diffusée sur Gulli, sur W9, sans que ça ne choque, sans qu'on soit sur du 4/3, voilà. Et je pense que ça a aussi aidé à faire que la série ne vieillisse pas aux yeux des téléspectateurs. Il y avait un montage très dynamique aussi, ce qui était déjà pour l'époque assez novateur dans ce type de format. Tu pourrais nous faire un petit tour de la famille, puisqu'on parle de cette famille. Donc on a compris qu'il y avait un papa qui est joué par Bryan Cranston. Il y a une maman qui est jouée par, tu l'as dit tout à l'heure, Jane Kaczmarek. Voilà. Il y a ce fameux Malcolm au milieu. Mais c'est qui les frères et sœurs alors ? Alors nous avons le frère aîné qui est Francis, qui a souvent sa vie à part, parce qu'il a carrément ses storylines à lui, en dehors de la vie de la famille, et il va changer selon les saisons. Au début, il est à l'école militaire. Je me souviens de ça. Voilà, parce que c'était un ado un peu compliqué, donc ses parents ont quand même sacrifié pour l'envoyer à l'école militaire en dernière chance. C'est pas trop son truc, il continue de faire les 400 coups là-bas. Saison 3, il file, il se fait émanciper en forgeant la signature de ses parents, et il part en Alaska. Il part bosser dans un camp de bûcherons. Et saison 4 et 5, il part dans un ranch qui est jamais situé. On dit que c'est au Texas.
on sait pas trop, comme souvent dans la série, ils disent pas ni le nom de famille, ni où ça se passe, donc voilà, il part bosser dans un ranch, là il devient un peu plus adulte, encore que il retombe parfois dans ses travers. Je vais aller vite parce que là je sais que le premier frère. Reese, le deuxième, est l'enfant turbulent par excellence, c'est le Bart Simpson, c'est même un grand frère un peu étouffant, enfin un peu qui je sais, j'ai un geste comme ça qui me vient là, tu sais, de faire des shampoings sur son petit frère, enfin ce genre de truc quoi. C'est tout à fait un peu bully. Le bully, voilà, il y a un épisode complet là-dessus sur le fait qu'à un moment il se calme et il devient quelqu'un de totalement posé et sage, et ça casse complètement l'équilibre de la cour d'école parce que l'alpha mâle n'est plus là, donc ça devient l'anarchie là-dedans. Ça casse la chaîne alimentaire. Exactement, en fait. Ouais. Et donc les autres, ces anciennes victimes le prient de revenir à son ancienne attitude. Et on a Dewey, donc, qui est le plus jeune quand la série commence. Dewey, qui est un enfant un peu dans la lune, un petit peu perché, mais une grande sensibilité artistique qui va se révéler petit à petit. Et puis c'est l'enfant vraiment le dernier arrivé. Donc ça va revenir assez souvent sur la série que il est un peu délaissé, il dit 3 personnes ont porté mes slips avant moi, et voilà, c'est l'enfant un petit peu qui a dû se débrouiller tout seul, qui a dû apprendre à survivre au milieu de ses frères et à faire sa vie, et finalement c'est un de ceux qui réussissent le mieux sur la fin. Et c'est lui qui est un grand fournisseur de mèmes sur Internet. Tellement. Voilà. Tellement. Dewey, on l'a vu partout, on a vu même des politiciens utiliser je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. ça ressort assez régulièrement là-dessus. Il me semble qu'à la fin de la série, Loïs annonce... Alors déjà, il y a un autre bébé qui naît, absolument. Qui s'appelle Jamie. Il y a un bébé qui naît à la fin de la saison 4 parce que Jane Kaczmarek était enceinte. Et donc ils ont fait... ils se sont adaptés, on dit pourquoi pas, ça renouvelle aussi. Donc le bébé n'est pas omniprésent, Jamie, mais voilà, il y a un nouveau petit. Ça, voilà. Et à la fin de la série, on apprend que Loïs est enceinte. Une toute dernière scène, apparemment, effectivement, on voit les 2 parents. Ils disent enfin, on a réussi à se débarrasser de la plupart des enfants, il nous en reste que 2 et ça va aller. Et Loïs débarque avec un test de grossesse positif. Ce qui pouvait être une vanne comme ça pour finir la série, sauf que maintenant, 20 ans après, ils doivent assumer. Oui, ça. Ils pensaient pas, je pense, à l'époque, de dire c'est pas grave, dans 20 ans. Donc, ils ont casté un nouvel acteur pour jouer le dernier enfant, Kelly. Alors, c'est un acteur non-binaire. Le personnage est non-binaire parce que c'est une obligation plus ou moins de cet acteur, Von Murray, qui souhaite que tous ses rôles à l'écran soient non-binaires, mais ça n'a pas forcément d'importance dans le scénario. Ça va être mentionné la première fois que son personnage apparaît. Alors là, je parle pas pour Malcolm, mais je parle pour une autre série dans laquelle Von Murray joue, qui s'appelle The Way Home, qui n'est pas encore sortie en France. Voilà, son personnage apparaît, en fait, c'est they, them, ok, et après... Voilà, mais c'est le choix de l'acteur. Je le dis parce qu'on a vite fait de penser oui, parce que c'est Disney, donc il fallait qu'il y ait un personnage. Non, mais, là, c'est le casting qui l'a un petit peu exigé. Bon, ça n'a pas été super exploité. Et donc toi, c'est un personnage que tu ne connais pas? Ah non, c'est un personnage qui était annoncé avec le test de grossesse, mais que vous allez découvrir. En fait. Parce que c'est la dernière minute du dernier épisode, et c'est juste un petit plus sur un bâton, et là d'un coup, c'est un humain. Ok, très intéressant. Mais même Jamie, qui était un bébé, on n'en fait pas grand-chose. Là, a priori, vu le temps qui s'est passé, c'est un jeune homme. C'est un adulte. Oui, c'est ça, c'est un adulte qui a 23-25 ans. Ouais, donc on va voir ce que ça peut donner. Alors justement, si on se penche un petit peu sur cette nouvelle série, alors je tiens à dire qu'on ne l'a pas vu encore, à l'heure où on enregistre cet épisode. Hélas, on aurait bien aimé pouvoir mettre nos yeux dessus. Mais c'est dommage, c'est pas comme si on n'avait pas été invité à demander des screeners. Donc, bon, à vous aussi. Ça, voilà. Bon, c'est dit. Qu'est-ce qu'on en attend quand on est fan de Malcolm, cette série? Voilà, c'est pas le début d'un grand truc. A priori, c'est une mini-série de 4 épisodes. On verra ce que ça donne plus tard, mais voilà, donc comment on se positionne, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que les fans qui partent à voix, d'après toi, attendent de ces 4 épisodes? Au début, on a peur. Parce que c'est vrai qu'on se dit, cette série qui était notre série fétiche et aussi une Madeleine de Proust, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a connu, on a vu les épisodes sortir quand on était gamin. On se dit, mince, pourquoi? C'est un petit peu le réflexe qui revient dès chaque fois qu'on annonce le reboot, le remake de quelque chose, c'est pourquoi toucher à ça alors que c'était pas parfait, mais c'était très bien et ça nous convenait. Donc au début, on dit,
qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut faire que ça doit marcher, comment faire. C'était un produit fini, c'est un peu comme Toy Story. À un moment, on nous ressort un nouvel épisode, mais c'était fini. Donc, C'était fini. On savait où chaque personnage semblait s'orienter, avec Loïs et Al qui se retrouvaient à avoir un autre enfant en route, avec Malcolm qui intègre Harvard. Le dernier épisode est assez dur, même psychologiquement, parce que... c'est l'éclatement familial. Absolument, ouais. D'ailleurs, on voit que c'est exploité dans la nouvelle série, parce que c'est vraiment de là que ça part, et que Malcolm estime que ses parents, et particulièrement sa mère, ne sont pas bons pour lui, pour son développement. Et donc on le voit 20 ans après qu'il a vraiment pris ses distances, à un point forcément exagéré même, mais voilà. Et ce qu'on attend après, petit à petit, on est rassuré, parce qu'on se dit, OK, il y a Linwood Boomer qui est le producteur, le créateur de la série, et le producteur originel qui est là. Bryan Cranston est à la production, et Bryan Cranston ne va pas s'embêter à faire quelque chose de médiocre, parce qu'il peut se permettre... Il a une carrière, et puis... Il refuse des scénarios pour faire ça, donc son agent ne le laissera pas faire ça, et puis lui-même dit, pareil, il est aussi attaché à cette série. Oui, parce que tous les acteurs reviennent, sauf celui qui jouait Dewey. Sauf celui qui jouait Dewey, effectivement. Pour des raisons personnelles, il a complètement arrêté le métier. Tous les acteurs reviennent, et même Justin Berfield, qui jouait Reese, ne jouait plus depuis. Il fait de la production audiovisuelle désormais. Christopher Masterson, qui joue Francis, est assez peu apparu. Frankie Muniz, on a vu qu'il fait tout sauf de l'acting, jusqu'à mettre de l'huile d'olive en bouteille. Enfin voilà, il a vraiment... pareil, il s'est concentré sur d'autres choses. C'est beaucoup la course automobile en ce moment. Mais ouais, effectivement, ils reviennent tous. Et puis des noms qui sont bien moins connus, mais qui, en tant que fans, on voit que les producteurs, les scénaristes, réalisateurs de l'époque sont là, que le chef-op de l'époque est là, parce qu'il y a quand même une image, il y a un grain dans Malcolm. Ils tournaient sur pellicule, là, ils n'ont pas tourné sur pellicule, évidemment, en 2025, mais on se dit, OK, c'est plutôt entre de bonnes mains. Voilà, on sait que ça va pas partir, qu'il n'y a pas Disney qui va en faire quelque chose de totalement différent. Totalement différent. Il y aura un respect, en tout cas, de l'œuvre originale. Mais presque, à t'entendre, dans la manière dont tu racontes la genèse de cette suite, on a presque l'impression que Bryan Cranston est devenu tellement une superstar que quand il évoque en interview qu'il voudrait bien retrouver ce personnage, il y a presque un truc qui se met en marche de soi, quoi. C'est genre, OK, on va faire en sorte de réunir tout le monde et que ça reparte, quoi. C'est lui qui avait la clé. Ouais. En tout cas, alors Linwood Boomer, c'était vraiment de lui que ça dépendait, parce que c'est lui qui a créé la série, et donc la série n'aurait pas pu se faire sans lui, la suite. Pendant longtemps, il voulait pas le faire, parce qu'il y a un petit peu ce côté aussi, non, j'ai fait un truc qui marche, je vais pas me replonger dans quelque chose pour peut-être ternir et avoir quelque chose qui ne marchera moins bien maintenant. Mais c'est vraiment Bryan Cranston qui a travaillé sur le scénario, qui a forcé un petit peu Linwood Boomer en disant, on pourrait faire ça, on pourrait, qui le relançait régulièrement, qui a maintenu le contact avec les différents membres du casting. Et c'est vrai que c'est de lui que ça dépendait, parce que c'est désormais la plus grande star du casting, et non Frankie Muniz, qui était le personnage principal à l'époque. À l'époque. Une dernière question, parce que le temps file. De toutes les théories que vous auriez pu formuler entre vous, etc., est-ce qu'il y a, d'après ce que tu as pu voir de la bande-annonce, des choses qui se confirment ou pas du tout? Est-ce que tu as comme ça un ou deux exemples en tête? Alors, on supposait effectivement que les enfants ont désormais des enfants. Donc ça se confirme effectivement, notamment Léa, la fille de Malcolm, est au centre de cette nouvelle série. Elle est vraiment un élément principal. On croit deviner que d'autres ont eu également des enfants. On savait à peu près, on imaginait que effectivement Reese n'allait pas... Beaucoup de gens disaient, Reese, il a eu des aptitudes pour la cuisine dans la série, donc peut-être qu'il est devenu un grand chef cuisinier et tout. Non, Reese, il s'auto-sabote en permanence, donc on savait que peut-être il habiterait encore avec ses parents, peut-être qu'il serait probablement en galère, et que Dewey, par contre, serait quelqu'un qui a bien évolué et qui mène une carrière formidable, donc, parce qu'il a, lui, un grand talent pour la musique, et que Malcolm aurait peut-être réussi sur le plan professionnel, mais serait toujours psychologiquement... très, très atteint et toujours frustré, parce qu'il a ce côté, ce personnage qui est vraiment qui est souvent dans la plainte et souvent dans la frustration. On retrouve à peu près ça, effectivement. On retrouve, et on se doutait qu'il avait peut-être pris ses distances avec sa famille, que la grand-mère nous aurait quittés, parce que l'actrice Cloris Leachman, effectivement, nous a quittés il y a seulement 5 ans. Elle aurait eu 100 ans cette année. Donc, la connaissant, elle aurait pu quand même participer. Donc, la mort de la grand-mère est évoquée dans la série aussi. Bon, là, c'est des choses qu'on
qu'on a vu par là. Et puis, effectivement, des nouveaux personnages, que chaque revival de série apporte quand même des nouveaux personnages qui sont nécessaires, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et par contre, beaucoup d'anciens personnages qui viennent, même des personnages qui n'étaient que dans les 3 premières saisons, par exemple, apparaissent. Des petites apparitions, voilà. C'est ça. Il y a un moment où c'est justifié que beaucoup de personnages apparaissent. Aiden Pantier Pardon Aiden Pantier, Je ne par crois pas exemple qu'Aiden Pantier elle sera pas en tout de cas, elle est pas voyage. sur IMDb. Donc voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que Malcolm, rien n'a changé, est disponible depuis aujourd'hui, vendredi 10 avril, sur Disney+. Gauthier, ce revival t'a inspiré et tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, vers où tu nous emmènes cette semaine ? Ouais, on va dire les vrais trucs sur ces rôles qui sont tellement iconiques que finalement ils sacrifient parfois des carrières d'acteurs qui auraient pu jouer plein d'autres rôles. Et surtout, enfin, est-ce que ces retours de séries qui se font 20 ans après, parce qu'on parle de Malcolm aujourd'hui, mais je crois qu'il y a eu Scrubs il y a pas longtemps et tout ça, est-ce que par ailleurs ça cache pas un petit peu ce truc qui est... il y a des gens qui n'ont pas su se reconvertir dans d'autres rôles, ils n'ont pas su trouver des gens pour croire en eux dans d'autres personnages. Est-ce que finalement c'est pas un petit peu la tristesse aussi je parle pas particulièrement pour Frankie Muniz parce qu'apparemment effectivement il s'épanouit dans d'autres trucs, il fait un peu le couteau suisse humain, mais c'est vrai que peut-être qu'on peut se dire que Malcolm était tellement un bon personnage, c'était tellement quelque chose de bien écrit et qui lui collait tellement bien, que imaginer que ce gars soit quelqu'un d'autre, ça devient un petit peu problématique. Alors, Tu veux dire un peu comme le syndrome Luke Skywalker ? exactement. Le syndrome Luke Skywalker qui est d'autant plus intéressant que cette malédiction d'avoir un personnage trop fort qui ne te permet pas de retrouver des rôles derrière, il est arrivé 20 ans après dans la même saga sur Anakin Skywalker, qui a aussi un petit peu coupé l'herbe sous le pied de Hayden Christensen, qui maintenant est condamné à soit devenir le fermier qu'il avait envie de devenir, soit revenir sur les plateformes pour rejouer Anakin Skywalker, si tu veux. Donc, à la fois, bravo pour un accomplissement certain, puisque tu as réussi à incarner de manière hyper pertinente un personnage, et en même temps, c'est dommage parce que tu passes à côté de ta carrière. Et alors, la raison pour laquelle, parce que vous allez me dire quel est le rapport avec les plateformes là-dedans, c'est que moi je me disais avec l'apparition de ces nouveaux espaces de création, qui sont pas que du petit écran, ni que du grand écran, qui sont vraiment un truc qui justifie Originals, c'est un entre-deux. Je me demandais si ces nouveaux espaces pouvaient pas justement donner une nouvelle chance à ces acteurs-là qui peuvent se servir des plateformes et avoir de nouveaux rôles sur les plateformes pour pouvoir transitionner un petit peu et essayer plus de trucs, quoi. Il faut simplement que les producteurs, les scénaristes pensent à eux, leur proposent des choses et tout ça. Moi, j'adorerais voir Frankie Muniz dans un truc d'action, tu vois. Cody Banks, agent secret. Ouais, oui. Pendant la période... Je joue effectivement, mon de Cody Malcolm, Banks maintenant, là, paf. Souvent, il blaguait, il disait, ça se trouve, il y aura un Cody Banks 3 avant qu'il y ait une suite de Malcolm. Voilà. Mais l'intérêt de Cody Banks, c'était que c'était un agent secret junior, ce qui est plus C'est délicat vrai. à faire désormais, Oui. mais voilà. Mais c'est vrai, j'y pense, ceux qui ont réussi à revenir avec une autre série, Bryan Cranston, justement, on l'évoquait entre Malcolm et Breaking Bad. Je pensais à David Duchovny entre X-Files et Californication, mais j'ai pas 40 exemples non c'est plus. vrai. Hein. Tu vois, de Sarah Michelle Gellar qui est dans nos cœurs, c'est compliqué de... Mais parce que tu parlais aussi du fait il faut que les scénaristes ou les producteurs, mais il faut aussi que le public, les le public spectateurs, les voit dans absolument. autre chose. C'est-à-dire que, et même nous, Absolument. journalistes, s'il y a un nouveau film avec Sarah Michelle Gellar, je sais pas, imaginons un film de science-fiction, on va dire Buffy va affronter évidemment. les aliens. De nous-mêmes, on fait ça. Bien Donc sûr. en fait, on ramène toutes ces stars iconiques au rôle qui les a immortalisés, quoi. Mais tu Donc, te rends compte de l'ironie du truc, c'est quand même affreux. C'est parce que un rôle a été bien écrit et que tu l'as super bien incarné C'est une que prison, c'est foutu. Ça devient une prison, en fait. Ouais. Absolument, Et Elijah Wood dans le rôle de Frodo. En même temps, il y revient à chaque fois qu'il a l'occasion, mais c'est un peu la même chose. Daniel Radcliffe a un petit peu réussi. Moi, je C'est le l'adore, contre-exemple. Daniel Parce Radcliffe. qu'il se fait plaisir, Daniel Radcliffe. Bah ouais. Genre, vraiment, Il a s'en joué dans- fout Ouais. depuis, il incarne un cadavre qui pète, tu vois, enfin... Mais peut-être, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur David Duchovny, c'est qu'entre Fox Mulder et Californication, c'est que le mec casse complètement son image.
Tu vois, il passe d'un gars en costard, presque il a pas de sexualité, Un peu boy tout scout, ça, à un gars qui en fout partout, quoi. Et donc, si je peux m'exprimer ainsi, littéralement. Et c'était un peu la même chose sur Daniel Radcliffe. Tu te dis, le petit enfant sage avec sa cicatrice, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ? En fait, le mec, il casse son image en faisant tout et n'importe quoi, de manière vraiment déjantée. Donc en fait, peut-être que la clé, elle est là aussi, de se dire, je me mets vraiment en danger et je casse tout ce que les gens projetteraient sur moi dans un nouveau rôle, en fait. Alors peut-être que ça vient effectivement des comédiens eux-mêmes. Peut-être que certains n'osent pas se mettre en danger et chercher d'autres incarnations. Tu vois, je repense. The Rock fait, à part son dernier film où il fait un catcheur, il fait tout le temps The Rock. Oui, voilà. Mais si tu veux, je pense pour moi un exemple frappant de quelqu'un qui s'est bien mis en danger et qui a fait sa carrière là-dessus, ça aurait été Leonardo DiCaprio, qui jouait la belle gueule adorable des années 90 dans Roméo et Juliette, dans Titanic, et qui juste après s'est dit non, je vais faire copain avec Martin Scorsese et faire des bad boys et tout ça, quoi. Ou Brad Pitt avec Fincher. Enfin, voilà. Okay. Ouais. Je vous propose d'enchaîner parce que on a. Voilà. J'ai pas 1000 trucs à dire là-dessus. Non, mais c'est simplement, je suis ravi de revoir Frankie Muniz dans son rôle iconique, et en même temps, plus de Frankie Muniz dans plus de rôles, ça ferait de mal à personne, je pense. Est-ce que j'ai 1 minute pour poser une mini question bonus ? Vas-y. Est-ce que c'est avéré le fait qu'il ne se souvient pas d'avoir tourné dans Malcolm ? Non. C'est pas avéré, parce que c'est une légende urbaine qui traîne partout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a participé à Danser avec les stars aux États-Unis. Et on lui a demandé, qu'est-ce que c'était ton année de référence. Donc il a dit, c'est cette année. On a dit, oui, non, mais c'est pas intéressant. Raconte-nous plutôt 2003. Et il a dit cette phrase, il a dit, en fait, je me souviens plus tellement de ce qui se passait quand j'avais 15 ans, 18 ans, parce que ça allait tellement vite que j'ai pas retenu, de la même façon qu'on se souvient pas, nous, forcément, de ce qu'on a fait il y a 15 ou 18 ans. Et c'est vrai que ça a été un petit peu monté parce que c'était une séquence, c'était une émission de Danse avec les stars où c'était un petit peu l'émotion, chacun parlait, ça. Donc, ça a été couplé au fait qu'il a eu effectivement des accidents en auto dans la course automobile, des petits AVC, des choses comme ça qui sont pas si graves, mais qui peuvent jouer sur la mémoire. Et donc, on en est arrivé à dire Malcolm a complètement oublié, quoi. Ne se souvient plus, on s'en était quasiment. Mais si, tu te souviens, tu jouais dans une série, ton personnage c'était Malcolm. Non. Et quand l'info est sortie, nous, on l'avait vu à peu près quelques semaines avant, et il nous avait raconté, mais minute par minute, comment s'était passée la dernière journée de tournage de Malcolm. Et derrière, on prend le journal, et le journal gratuit nous dit Frankie Muniz n'a plus aucun souvenir de la série. Ouais. Donc voilà, ça a été beaucoup exagéré parce que c'est intéressant à raconter. Imaginez quelqu'un qui a complètement oublié. Ouais. Non, il se souvient, mais c'est vrai que c'est en regardant les épisodes longtemps après que ça lui revient. C'est normal. Il se souvient plus du quotidien, en fait. C'est absolument, juste ça. voilà, comme nous. Johan, tu disais que c'était un agenda chargé. Oui. Eh bien, écoute, je te propose de nous parler de ça juste après ce jingle. Et tu nous parles cette semaine donc des sorties entre le 6 et le 12 avril. Tout à fait, avec une sélection, je l'ai dit, assez riche. Toutes les plateformes se sont donné le mot cette semaine. Il y a donc évidemment Malcolm, on vient d'en parler. Il y a sur Prime la saison 5 et finale de The Boys. 8 épisodes qui vont nous permettre de savoir ce qu'il va advenir de Homelander, de Butcher et de tous ces gens qui en foutent partout. Voilà, c'est un peu la thématique de ce podcast. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il est fortement recommandé d'avoir vu la saison 2 de Gen V. Qui est donc, je sais pas comment on peut dire. Un spin-off ? Ouais, un spin-off. C'est pas vraiment un préquel, mais bon, on comprend des trucs quand même de l'univers The Boys avec tout ça. Parce qu'il y a plusieurs personnages qui refont leur apparition. En fait, ils font les Avengers dans The Boys. C'est un peu ça. C'est ça, c'est une critique de on en met partout et c'est relou à suivre. Exactement. Il y a un truc qui fait très plaisir à Menro, c'est que il y a la réunion de tous les gens de Supernatural. Exactement. Jared Padalecki est là, Jensen Ackles est là, Misha Collins est là. Et oui, parce que Kripke, le créateur de The Boys, était aussi le créateur de Supernatural. Donc il a fait venir tous ses copains. Et Jensen Ackles a confié lors d'interview avoir été horrifié par la violence de certaines scènes de ce final. Donc on a hâte de voir ça, sachant que si vous êtes triste, de toute façon ça se prolongera ensuite dans The Boys Mexico. Ok, c'est comme Narcos en fait. Voilà, pourquoi pas. Partir en vacances un petit peu, voilà. Ça peut pas leur faire de mal. Et il y aura un préquel avec Jensen Ackles. Ça m'intéresse beaucoup plus. Voilà, j'imagine, où on verra comme Soldier Boy, voilà son personnage, et ça s'appellera Vault Rising. Donc dans les années 50. Voilà, et on verra comment tout ceci a commencé. Donc The Boys, comme tu disais, voilà, c'est un peu comme chez Marvel, ça ne fait que commencer.
Sur Disney+, nous avons Star Wars Maul, Seigneur de l'Ombre. Alors pour beaucoup de gens, Dark Maul, on l'avait laissé en 99 Coupé en deux. dans La Menace Fantôme, Voilà. coupé en deux par Obi-Wan Kenobi. Oui. Ce qu'on appelait une demi-Maul. Exactement. Je voulais placer cette vanne, elle est écrite depuis 15 jours. Du coup, ce retour nous excite. Demi-Maul excite. Vous non, l'avez- non, mais non, j'arrête après ça. Pourquoi j'y ai jamais pensé? C'est oui, la demi-Maul, évidemment. Il était là sous nos Bah yeux. oui. Bref. Ça fait 30 ans. Sachez, si vous n'avez pas suivi l'univers un peu plus étendu, il ne faut pas forcément aller jusque dans les comics et tout ça, mais dans les séries d'animation, à la fois dans Clone Wars, ensuite dans Rebels, et puis dans une scène qu'on n'a pas compris à la fin du film sur Han Solo. Oui. Voilà. Mais qu'on comprendra jamais, Ouais, hein, puisqu'il y aura pas de suite, Mais Dark donc. Maul était là. Et donc Dark Maul revient là, donc dans une série animée qui se situe juste après Clone Wars, si je me trompe pas. Au moment où il est un peu en fuite, il va tenter de refonder un empire criminel. Et ce qui est intéressant, voilà, dans le pilote, je crois que Gauthier l'a vu aussi, fait. c'est qu'on pense lancer une série Star Wars. Et en fait, moi, je me suis retrouvé dans une série de flics. Donc, c'est très, très étonnant. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les bas-fonds de Coruscant, où, enfin, je sais pas, en tout cas, c'est une planète ville. Il y a un petit commissariat de quartier, il y a des enquêteurs, il y a des mafieux, il y a des règlements de compte. Il n'y a pas beaucoup de Jedi. Et c'est assez étonnant de voir ça dans un univers Star Wars, en fait. Bah, c'est le moment où Star Wars devient assez trivial et ressemble beaucoup à notre monde, quoi. Genre, oh, il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui a été volé. Appelez la police. La police? Oui. Pam, pom, Ça pam. fait vraiment ça. Bah, pas très Star Wars tout ça quand même. Mais, Enfin, bon. et en même temps, voilà, original parce que et c'est hyper beau graphiquement, donc c'est un peu entre Collatéral et Blade Runner. Et Blade Runner, un Ouais, Il y a, petit peu, il y a un on y côté, pense voilà, les forcément, ouais. flics un peu nuls de Blade Runner, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Rick Deckard. Et voilà. Et donc en fait, c'est en 8 épisodes et ce qui est notable, marketing quand tu nous tiens, le final se fera le 4 mai, le fameux jour de Star Wars. Le Mail de Force. C'est pas beau ça. Moi j'ai appelé Disney, j'ai dit faites les 2 derniers épisodes, un le 4 mai, un le 5 mai, parce que le 5 mai c'est le jour des Sith, Revenge of the Fifth, Dark Maul, tout ça. Eh oui. Ils m'ont pas suivi. Bravo. Ils Ouais, m'ont pas dommage. suivi. Je vais trop loin dans le Très marketing. bien, Johan, j'appelle Lucasfilm. Ils m'ont pas suivi, donc voilà, sachez que cette idée reste ici dans Originals. Dave Filoni, si tu nous entends. Voilà, exactement. Sur Apple, nous avons, donc on dit plus, Apple TV. Apple TV. Nous avons un film assez court, 1h23, qui s'appelle Chantage. C'est réalisé par Jonah Hill. Jonah Hill est aussi réalisateur. Il avait fait un très bon film que j'adore qui s'appelle 90s, qui était vachement bien sur le skate notamment. Et là, c'est porté par Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer, Laverne Cox, Martin Scorsese dans un caméo. Oh. Donc c'est pas mal. Et c'est l'histoire d'une ancienne gloire d'Hollywood qu'on va faire chanter pour ne pas dévoiler une certaine vidéo un petit peu secrète. Et quand il va se mettre sur les traces de cette vidéo, ça va l'obliger à renouer avec tous ses anciens contacts, les gens avec qui il s'est fâché. Et donc c'est un peu une quête de rédemption, tout en interrogeant ce qu'on vit tous sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait d'être jugé en permanence. Cancel, exactement. Et c'est les retrouvailles de Keanu Reeves et Cameron Diaz 30 ans après Feeling Minnesota. Feeling Minnesota, ouais. Film que la nouvelle génération ne connaît pas du tout. Non. Voilà. C'était en 96. Est-ce que c'est un film absolument mémorable? Je sais pas. Non. Mais parce c'est qu'il y a- vrai. il y a pas- il y a pas de bus qui passe à 50 à l'heure et qui C'est explose. vrai, donc, c'est vrai. donc on a oublié Feeling Minnesota. Mais en tout cas, voilà, ce film a l'air assez intéressant et surtout avec un Jonah Hill complètement méconnaissable. Si vous avez vu les photos ou la bande-annonce, Bah ouais. on ne le reconnaît pas du tout. Disney Plus a également, donc je parlais de Dark Maul, on parlait de Malcolm, ils se sont dit bon, on va tout mettre cette semaine, on va aussi mettre The Testaments. The Testaments, c'est la suite de Handmaid's Tale, Ouais. donc autant dire que c'est très 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 attendu. Donc adaptation du roman de Margaret Atwood. La différence avec la série Handmaid's Tale, c'est que Handmaid's Tale s'intéressait, on va dire, aux gens qui étaient malmenés, exploités, tyrannisés. Là, on va s'intéresser à une génération adolescente, mais qui vont être les gens qui vont diriger le pays. Donc ça, c'est intéressant de ce point de vue. La jeunesse des bourreaux. Voilà, les castes un peu privilégiés, avec notamment Chase Infinity, la révélation de Une bataille après l'autre, Ouais. qui joue la fille de Leonardo DiCaprio, et le retour de Anne Dowd, qu'on avait détesté dans le rôle de Tante Lydia, celle qui maltraite un petit peu toutes les servantes écarlates. Oui. Voilà, et c'est notamment supervisé donc par Bruce Miller, qui était sur la série Mère, et par Elisabeth Moss,
qui était l'héroïne de Handmaid's Tale, qui est productrice exécutive, donc vraiment les mains dans le cambouis, et qui avait envie de réaliser des épisodes, mais qui a manqué de temps. Mais en tout cas, autant dire que cette série est très attendue. Par contre, je ne sais pas s'ils peuvent aller au-delà d'une saison, puisque là, c'est vraiment un roman qui se tient. Et en même temps, ils sont allés au-delà avec la série initiale. La série, c'était la première saison, faisait le livre. Ils en ont fait 5 saisons. Donc, c'est vrai, Ça a été présenté en grande pompe à Série Mania, en tout cas. Tout à fait. Et là, vous vous dites, oh là, quand est-ce qu'on va voir tout ça ? Je vous rajoute un film de requin parce que ça me fait plaisir. 1h23 aussi. Moi, je dis toujours oui, un film de requin. On dit toujours oui. Alors, le titre en anglais, c'est Thrash, comme du trash, mais avec un H en plus, donc c'est impossible à dire. Ils l'ont appelé en français Nature prédatrice, qui est un titre à chier. On peut quand même le dire. Donc, on va garder Thrash. C'est un peu... ils sont en train, en tout cas, de préparer Sous la scène numéro 2. Oui, on en avait parlé avec notre invité. Hein. Voilà. En attendant, on a un film de requin à se mettre sous la dent. Vous avez vu ce la dent, le requin. Incroyable. En tout cas, de ce qu'on a vu dans la bande-annonce, donc il y a une histoire d'ouragan, de tsunami, de villes envahies par les eaux et donc des requins bulldogs qui nagent entre votre bagnole et la balançoire. Et donc, c'est un peu entre Crawl et Bait. Voilà. Ouais. Crawl, c'était avec des alligators. Ouais. Et Bait, c'était un tsunami avec un requin blanc dans un supermarché. Dans les rayons de... On adorait cette idée. Quelle idée de génie. Ouais. Et là où c'est bien, donc déjà ce pitch, on le valide. Oui, déjà, on valide ce pitch. Et c'est signé Tommy Vircola. Alors là, vous dites qui est ce monsieur qui a un nom de pastille pour la gorge. Pas du tout. Mais qui est Tommy Vircola ? Qui est Tommy Vircola ? Il a fait Dead Snow et les zombies nazis dans la neige. Déjà, c'est très bien. Il a fait Hansel et Gretel. Ça, c'était moins bien. Mais il a fait Seven Sisters, qui était plutôt sympa. Il a fait avec Noomi Rapace. Voilà, exactement. 2 millions d'entrées en France. Il a fait Violent Night avec le sort de Die Hard avec un Père Noël, avec David Harbour. Et il a fait Spermageddon. L'année dernière, film d'animation que je vous recommande, très bizarre, sur les aventures de spermatozoïdes qui cherchent le bon chemin. Voilà, je n'en dis pas plus. On aime ce film. Et ce que je peux vous dire d'autre qui vous convaincra peut-être, c'est qu'il y a Jim Onunsu, on aime toujours Jim Onunsu. Il y a Phoebe Draynor qui avait joué dans Bridgerton première saison, et c'est produit par Adam McKay. Ah ouais. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de cases cochées, plus des requins dans la balançoire et dans le jardin du voisin d'en face. Donc il y aura du pognon là-dessus. Ça se trouve dans le jardin de Malcolm. Peut-être que c'est un crossover en fait. On prend tout, tout ce qui peut prolonger la durée de la série, on prend. Un requin dans la baignoire. Voilà, exactement. Et donc sinon, ça fait déjà beaucoup de trucs. Beaucoup. Vous vous dites, il va pas on peut pas y en avoir plus. Oh, ça vient de tomber. Alors, qu'est-ce que c'est nul avec leur running gag. Bref, en vrac, nous avons Big Mistakes. C'est la nouvelle série de la créatrice de I Love LA et du créateur de Schitt's Creek. Donc autant dire que petit bijou de comédie à l'horizon que Netflix sort un peu n'importe comment. Donc l'histoire d'un frère et une sœur totalement incompétents qui sont contraints de plonger dans le monde du crime organisé. Donc ça a l'air plutôt drôle. Ouais. Ça a l'air plutôt sympa. Nous avons aussi Bandit. C'est la nouvelle série du créateur du Bureau des légendes. Ça parle de criminalité aux Antilles à travers le destin de plusieurs frères et sœurs. Certains vont prendre le bon chemin et d'autres vont prendre le mauvais chemin. Il y a Trust Me, le faux prophète. Ça, c'est sur Netflix. Un documentaire où, je vous lis le synopsis parce que je l'aime bien, une experte de secte et un cinéaste infiltrent une communauté fondamentaliste polygame pour démasquer un prophète autoproclamé et le traduire en justice. Il s'appelle Romain Bass. J'en étais sûr. C'est le twist. Ouais, vous verrez où il y a le documentaire. C'est un doc ou c'est une fiction? C'est très bien, un docu. Vous vous souvenez que Woody, dans Toy Story, en fait, il fait « Oh, il y a un serpent dans ma botte oui. !» Et sur Paramount+, il y a un Stranger in My Home. Voilà, je vais pas trouver de meilleur lancement pour faire ça. C'est avec Sophia Bush. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une histoire d'échange de bébés. D'accord. Ça a l'air bien. Voilà, c'est sur Paramount+. Sur Apple, saison finale de Axe, saison 5. Sur HBO. Sur HBO, pardon, excusez-moi. C'est la série notamment portée par Jean Smart avec 4 Emmy Awards et 3 Golden Globes. Et pour finir, il y a Fist of the North Star qui vient fêter le 40e anniversaire de Ken le Survivant sur Prime Video. Donc autant dire que cette semaine, c'est n'importe quoi, sachant qu'en priorité, il y a 4 épisodes de Malcolm à regarder et re-regarder. Je n'en peux plus. Merci beaucoup, Johan. Effectivement, c'était très chargé. Et je vous propose d'enchaîner en 4e vitesse avec l'interview originals de notre invité. Anthony, je te rappelle le concept. Je vais te faire 10 questions et tu as moins de 5 minutes pour y répondre pour qu'on puisse cerner au mieux quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Tout à fait. Ok. Quel est ton premier souvenir de plateforme ?
Alors, mon premier souvenir de plateforme, c'est une plateforme qui va mourir ce mois-ci, figurez-vous. WWE Network. Ok. Merci. Un silence de mort. C'est tout. Voilà. C'était la plateforme du catch mondial. Ah, Et ok. oui. Et c'est vrai que autant les films de mon enfance, je les ai en DVD, puisque je suis vieux, donc j'achète du physique. Autant c'est vrai que quand j'ai découvert ce catalogue incroyable de toutes mes émissions de catch de quand j'étais gosse, je me suis plongé dedans. Et là, c'est terminé, parce que aux États-Unis, ils ont dit ça rapporte pas assez, donc on repasse sur des plateformes ESPN beaucoup plus chères. Est-ce que ta consommation de cinéma a changé depuis l'arrivée des plateformes ? Bien sûr, parce que le côté illimité fait qu'on donne plus facilement 2 heures de notre temps à un film dans lequel on ne serait pas forcément lancé s'il avait coûté 12 € ou 6 € en location. Donc on dit ça, je ne sais pas, est-ce que ça me dit un peu ? On va voir, et j'y vais, mais on se lance. Est-ce que tu regardes des contenus sur ton téléphone ? Alors, pas tellement de la fiction. Pour moi, c'est pas quelque chose qui se regarde sur téléphone. Au contraire, j'ai une toile chez moi pour regarder les films. Mais le reste, le contenu un petit peu... comment on dit là, je fais le geste, mais voilà, le contenu temporaire, un petit peu jetable. Ça peut t'arriver. Oui, sur le téléphone, c'est fait pour. Et du coup, en x2 ? Non. Oh non, jamais. La fiction. Pourquoi ? C'est quoi ton binge award ? C'est-à-dire le truc que tu as regardé en boucle, enfin le plus grand tunnel où tu as regardé un truc, genre tu t'es couché à 8h du matin parce que tu as fait nuit blanche, ou tu as fait 4 jours d'affilée, c'est quoi le J'ai fait record ? une nuit blanche avec une partie de l'équipe de Malcolm France de l'époque pour le dernier épisode en mai 2006, où on a attendu que la diffusion se fasse aux États-Unis. Il y a prescription, on l'a téléchargé comme des porcs. Voilà. On a attendu effectivement pour être les premiers à le voir, parce qu'on ne pouvait pas trouver le sommeil avant de voir cette conclusion. Est-ce que tu regardes tes watchlists ? Ouais, j'ai même l'application. Oh. L'application où je note, parce que entre les DVD, entre les diffusions télé et le streaming, parfois, si je veux faire une pause de 2 ans, je sais où je me suis arrêté dans une série, et ça m'arrive. Ok, du coup, tu serais capable de nous citer un truc qui est dans tes watchlists et que tu sais que, par contre, tu regarderas jamais. Oui, Les Vampires, un film de 1906, voilà. Avec Qui dure- Musidora. Absolument, Musidora, et un film de Louis Feuillade qui dure 7 heures. Et je suis, c'est même plus qu'une watchlist, c'est un livre qui s'appelle Les 1001 films à voir avant de mourir. Je sais pas, 7 heures, je serais peut-être mort avant. Est-ce que les recos des algos, c'est un truc qui est pertinent pour toi ? C'est tout ou rien. Parfois, je dis ouais, effectivement, j'ai adoré. Parfois, pourquoi Pourquoi, voilà. Est-ce que les films de plateforme devraient recevoir un Oscar ou un César pour toi ? Bien sûr, ouais, tout à fait. C'est même très bien pour les acteurs qui sont pas bankable de pouvoir prétendre à ceci. Ouais. Dernière question, si tu étais une plateforme, tu serais laquelle ? Vu que je regarde des choses de vieux et des choses dépassées, peut-être, je sais pas, Lina, ou plutôt TV. Ça marche. Madeleine. Je serai bien sûr Disney+, avec Malcolm, rien n'a changé, disponible depuis le 10 avril. Merci beaucoup Anthony, c'était Original saison 2 épisode 31. On remercie donc Anthony Bessé. Je rappelle, tu es comédien, animateur d'événements, tu étais notre invité aujourd'hui. Tu es en train de terminer un pilote de série, je crois. Tout à fait, ouais. Je sais pas si tu peux en parler. Oui, très vite fait, voilà, de la comédie fantastique sur une erreur de prononciation, une petite fille qui, au lieu de prier Jésus, prie Jésus parce qu'elle vient de Lituanie, et un jour, à 25 ans, un mec bizarre se pointe, et c'est un dieu grec oublié qui s'appelle Jésus, et qui dit, plus personne me prie, je me suis fait virer de l'Olympe, donc j'ai besoin de toi. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. J'en profite pour remercier notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, Merci les copains. ainsi que Magic Andou au montage. Big up Andou. Gauthier, Cœur avec les doigts. Gauthier, Johan, on se retrouve nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, de séries, doc ou animés, et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.